deuxième Filiconie pour ce jour. Je vais essayer de vous parler d'une pièce et un peu de deux pièces, mais je vais essayer surtout de vous parler de cette pièce historique conçue entre 1966 et 1967 par le collectif anglais Art and Language, et la pièce s'appelle Air Conditioning Show. Alors, que vous dire ? Cette pièce a eu plusieurs formats d'existence. Je vais vous expliquer ces formats d'existence qui sont extrêmement importants. Cette pièce, elle est réalisée par un collectif extrêmement important, qui est un collectif d'artistes qui s'appelle Art and Language, qui a été officiellement fondé en 1968. Il existait encore jusqu'à ce que cette année, Mel Ramsden décède, et donc il n'en reste aujourd'hui plus qu'un. C'est un peu triste, mais en tout cas, Art and Language, c'est un des modèles de la révolution de l'art conceptuel dans l'histoire de l'art. Au départ, il est composé d'artistes conceptuels, dont Terry Atkinson, David Benbridge, Michael Baldwin, qui est encore vivant, Harold Urel, Charles Harrison et Mel Ramsden. Mel Ramsden vient de décéder. Mel Ramsden rejoindra le groupe seulement en 1970. Et ce collectif, donc, qui s'appelle Art and Language, existe parce qu'en 1968, ils ont fondé, et donc le premier numéro date de 69, ils ont fondé cette revue, qui est une des revues les plus importantes pour la compréhension de l'art conceptuel, qui s'appelle Art Language. Ça, c'est la couverture du premier volume et du premier numéro du premier volume qui a été publié en mai 69, qui est un ouvrage absolument essentiel qui contient des œuvres exceptionnelles, comme vous le voyez, de Sal Lewitt, de Dan Graham, de Lawrence Wiener, de Benbridge, de Baldwin et de David, deux fois de David Benbridge. C'est exceptionnel dans ces objets. Vous avez d'ailleurs le poème schéma de Dan Graham, dont j'ai déjà fait un Filiconie l'année dernière. Donc vous pouvez regarder dans les archives, et la pièce a été conservée ici. Donc le nom du collectif vient de ça, et vient de cette revue qui est fondée en 68 et dont le premier numéro est en 69. Tout ça est lié en fait à ce qu'on appelle pour Art and Language l'expérience de l'art conceptuel, et l'art conceptuel est donc pour eux et pour le groupe qu'ils sont est une radicale critique de ce qu'on appelle le modernisme. Radicale critique du modernisme parce que ce qui est fondamental chez les artistes conceptuels et notamment d'Art and Language, c'est de supprimer la question de l'impression sensible et de supprimer la question de la singularité. Tout passe par le collectif et tout passe par une diffusion, par la performance ou par le protocole de l'œuvre. L'œuvre n'est jamais signée singulièrement, l'œuvre est toujours signée collectivement, et elle joue sur cette question d'être donc dans une position radicale contre ce qu'on appelle la modernité. Une des premières pièces emblématiques de cette idée, c'est cette pièce. Voilà, c'est cette pièce qui est. J'ai une immense affection pour cette pièce, qui est une pièce qui a d'abord été signée par Michael Baldwin en 65, puis après qui a été intégrée dans le catalogue général des œuvres d'Art and Language. Cette pièce se nomme Mirror Piece. Alors, la Mirror Piece, elle est extrêmement importante. Aujourd'hui, la Mirror Piece, elle fait partie de la collection, d'une collection qui est conservée au château de Montsoreau dans la Loire. C'est Philippe Méhaille qui est le possesseur de cette pièce. C'est une pièce absolument exceptionnelle. C'est une pièce qui est donc extrêmement simple. C'est une surface de miroir qui est collée sur un châssis et qui est accompagnée de textes sur la question de l'histoire de l'art, et qu'il faut donc comprendre absolument au premier sens du terme, c'est que le sujet de la peinture, puisque c'est de la peinture pour Art and Language, le sujet de la peinture n'est rien d'autre que la spectatrice ou le spectateur regardant se regarder. Ça n'est rien d'autre que ça. Tous les membres avaient une connaissance assez profonde de la pensée, etc. Ils avaient parfaitement une connaissance, évidemment, d'Aristote, parfaitement une connaissance des théories aristotéliciennes, et notamment de la chariste, du plaisir des intéressés, etc., etc. On est dans une réinterprétation de ces questions-là, c'est-à-dire c'est une œuvre fondamentalement conceptuelle dont l'objet est celui qui regarde ou celle qui regarde. C'est donc absolument rien d'autre. C'est donc pour eux, alors il faut aller regarder. Souvenez-vous, l'année dernière, je vous avais fait une Filiconie sur support surface, et dans support surface, je vous avais fait un truc sur Deleuze, où lui, Deleuze ne travaille que sur le châssis qui est vidé. Art and Language, eux, ont mis sur le châssis une plaque de verre pour aller jusqu'au bout d'une histoire de la peinture. La peinture n'est donc ici que deux choses. Un dispositif conceptuel qui permet de tendre une surface sur un châssis,
Et puis là, dans ce cas-là, puisque c'est du miroir, bah, c'est ce que vous voyez sur le miroir et qui est posé. C'est une œuvre qui peut absolument, d'un point de vue de son protocole, qui peut absolument prendre toute forme, tout format. Il y a 10 ans, la Tête Moderne avait fait une gigantesque rétrospective pour l'œuvre d'Art and Language. Ils avaient dans toute la grande nef de la Tête Moderne mis la Mirror Piece. Et donc, il y avait des miroirs absolument partout. Et les gens passaient leur vie, évidemment, à se photographier eux-mêmes dans le miroir, etc. Ce qui était aussi, là aussi, un achèvement. Parce qu'il faut comprendre qu'en 65 et 67, quand Baldwin Art and Language théorise cette œuvre de la Mirror Piece, on n'est pas encore dans une capacité, en fait, à générer de l'image comme on peut générer de l'image aujourd'hui. Donc ça aussi, ça a été... Et donc, ils ont été d'une immense intelligence, parce que quand Mel et Michael ont refait l'exposition, enfin, ont fait l'exposition à la Tête Moderne, ils ont évidemment parfaitement intégré l'idée que, dans la modernité, dans le contemporain, on est tous appareillés, donc on peut générer autant d'images qu'on veut de ce qu'on voit. Donc, cette œuvre est le point de départ de ce que je vais essayer de vous indiquer, puisque c'est 65 et qu'elle a été reprise, et qui est une œuvre qui est extrêmement, extrêmement importante. L'année d'après, 66, Baldwin et toute l'équipe d'Art and Language vont commencer à produire une autre œuvre, qui est celle dont je voudrais vous parler maintenant, qui est donc Air Conditioning Show. Alors, c'est assez simple, vous allez voir, c'est pas... Voilà. Ça, c'est le premier dessin que fera Michael Baldwin de la pièce. Si on le traduit d'une manière littérale, c'est extrêmement simple. Hein, c'est l'exposition d'air conditionné. Et que Air Conditioning Show, donc l'exposition du système d'air conditionné, que vous voyez ici, hein, qui est là, etc., avec l'idée d'une maintenance à une température de 60 degrés Fahrenheit. Donc voilà, ce que vous exposez, c'est donc le système d'aération. Air Conditioning Show d'Art and Language est donc un jeu de mots d'une pièce emblématique qui est un des Ready-Made de Duchamp de 1919, Ready-Made qui s'intitule Air de Paris. Alors pour la petite histoire, c'est quoi le Ready-Made d'Air de Paris? Vous savez, c'est une petite ampoule en verre. Duchamp est allé voir son pharmacien qui habitait rue Blomet. Il lui a demandé de vider une ampoule de sérum physiologique et devant lui de la souder. C'est-à-dire que l'ampoule s'est vidée du sérum et s'est remplie de l'air de Paris. Et Duchamp a envoyé à son collectionneur, lui a envoyé cette fiole d'air de Paris en lui disant « Vous êtes suffisamment riche pour acheter tout ce que vous voulez, mais je vous envoie quand même ce qui est quand même inachetable par vous, cette question d'air de Paris. » Donc évidemment, toute une théorisation c'est Duchamp de deux choses, qui est à la fois la question du ready-made. Le ready-made est donc le geste, quelque chose est prêt à un emploi, et la question c'est qu'est-ce qu'on en fait, et évidemment la question centrale de l'immatérialité. L'œuvre d'art moderne et contemporaine va s'intéresser fondamentalement à non pas une représentation de choses qui existent, mais une représentation d'un contexte, ou même techniquement de ce qu'on appelle encore au début du XXe siècle une ambiance, une teneur ambientale, et c'est ça qui va déterminer une expérience et une histoire de l'œuvre d'art. Donc ça, c'est ce que vous voyez, c'est un des dessins, je vais vous expliquer après comment ça marche, un des dessins qui est fait, et donc enfin voilà, il y a... Oui, je n'ai pas d'autre image que vous donner de ça, puisque ce n'est rien d'autre que pas un système d'air conditionné. Hein, voilà. Ben oui, c'est comme ça, c'est tout, puisque c'est la seule chose que vous montrez. C'est un système d'air conditionné. Donc ça veut dire que c'est une pièce qui peut se faire n'importe où. On pourrait très bien la faire ici, par exemple. On peut la faire là où il y a un système d'air conditionné, que ça fait du froid ou du chaud, peu importe. C'est-à-dire vous demandez comme Michael Baldwin le demandait, c'est-à-dire vous videz totalement un espace de tout objet extérieur, de tout truc, et vous ne laissez dans l'espace que le système d'air conditionné qui fonctionne. Alors, tout ça s'intéresse, donc, comme je disais, à deux choses. Ça s'intéresse à l'immatériel et ça s'intéresse à la question des espaces depuis lesquels, spectatrices, spectateurs, nous existons. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette œuvre, avant d'exister sous cette forme-là, c'est-à-dire avant d'exister sous le fait d'un espace vidé dans lequel il y a un air conditionné, donc ça c'est un air conditionné, mais vous pouvez le faire comme vous voulez, hein. C'est vraiment, vous faites ce que vous voulez, vous mettez n'importe quelle votre soufflerie et vous faites air conditioning chaud dans votre maison. Extrêmement, c'est vraiment pas compliqué et ça marche à tous les coups. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette œuvre n'a pas du tout existé dans une première forme comme ça. Cette œuvre a existé dans une première forme sous la forme d'un article. Elle a été publiée en 68, 6. Eh ben, je ne l'ai pas noté. C'est super. Je l'ai oublié de le noter. Bon, peu importe. Ah si, pardon, c'est moi qui... Je suis désolé. Elle a été publiée en 1967 dans un magazine qui s'appelait Arts Magazine, sous la forme d'un texte à l'intérieur duquel vous aviez le dessin qui était là.
C'est-à-dire que cette exposition a eu lieu sous la forme que vous avez vue, c'est-à-dire réalisée dans une galerie, qu'elle a eu lieu sous la forme de dessin, mais qu'elle a eu lieu aussi sous la forme d'une série de 4 textes. Le premier texte qui a été produit, c'est Remarks on Air Conditioning. Le second texte, c'est Study for the Air Conditioning Show. Le troisième, c'est 3 Vocabularies for the Air Show. Ce texte-là, c'est un texte qui est exclusivement technique. C'est tous les dispositifs techniques pour brancher un système d'air conditionné dans un espace. Et le troisième, c'est Framework Air Conditioning. Alors, j'ai oublié de vous mettre l'image. C'est ce qui avait été montré dans l'exposition à la tête moderne. Le Framework Air Conditioning, c'est un grand tableau sur le mur sur lequel sont affichés la totalité de tous les textes qui ont été publiés pour la réalisation de cette pièce. Donc voilà, ça c'était un des dessins qui était dans le texte Remarks on Air Conditioning. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette œuvre ? Et qu'est-ce qu'on fait de cet objet? Moi, je vais vous proposer une série d'hypothèses pour arriver à appréhender cette œuvre. La première chose, c'est qu'il faut concevoir que l'art conceptuel est au tout début. En 65, le terme apparaît à peine. C'est Henry Flint le premier qui va poser le terme d'art conceptuel en 63. Il va même appeler ça au départ concept art. Et ça viendra après. Et donc, on est au tout début de la théorisation de l'art conceptuel. En tout cas, d'un point de vue liminaire, l'art conceptuel est théorisé à partir de ce moment-là comme étant la possibilité d'une œuvre qui n'est pas déterminée ni par sa matérialité, ni par sa visibilité, mais qui est déterminée exclusivement par le fait de pouvoir être pensée. Il n'y a œuvre exclusivement que pour ça, quelle que soit sa matérialité ou sa visibilité. Donc, conséquence numéro 2, ça veut dire qu'à partir de ça, le support est secondaire. Et donc, le support peut se démultiplier à l'infini. C'est ce que je vous ai dit. Première occurrence, c'est publié dans un magazine. De même que la pièce de Dan Graham dont on avait parlé, qui était Schéma, la première fois qu'elle est publiée dans une revue, qui est la revue dont je vous ai montré. Ensuite, ce sera des textes qui seront diffusés et distribués. Art and Language a beaucoup diffusé de textes. C'était juste des feuilles A4 qui étaient agrafées et qui étaient diffusées, voilà, tout simplement. C'est photocopié et diffusé. C'est le début de la photocopie aussi. Donc il y a un truc qui est là. Et c'était diffusé. Et puis après, ça a pu avoir lieu dans une galerie. Ça a eu lieu première fois dans une galerie en 66. Puis après, ça peut avoir lieu dans différents espaces. Donc la question du support, elle est à la fois secondaire, parce que la question du support n'est pas la première chose qui importe, et elle est à la fois fondamentale parce qu'elle permet de réfléchir à la question du contexte dans lequel l'œuvre va apparaître. Et ça, c'est essentiel, puisque la question centrale, c'est que l'œuvre, c'est ni sa matérialité ni sa visibilité. L'œuvre, c'est le fait d'être pensée. Donc, tout support possible qui permet de penser une œuvre est entendable. Il n'y a absolument aucune limite pour ça. Troisième réflexion autour de ça. Il faut se douter qu'au moment où on y est, c'est le moment où, historiquement, il y a une invention centrale qui va se faire dans les années 60, qui est l'invention de ce qui sera théorisé que plus tard, en 78, par Brian O'Doherty, qu'on appelle le white cube. En tout cas, dès les années 60, apparaît de manière massive cette idée que pour montrer une œuvre d'art, il faut la montrer dans un espace qui soit un espace le plus contrôlé possible en vue de réduire au maximum la mesure de l'entropie. Okay. C'est-à-dire ce qui permet évidemment un travail de conservation et ce qui est évidemment le moment où vous allez sacraliser l'histoire du musée et vous allez vraiment fondamentalement construire cette question d'institutionnalisation, la question du musée. Et donc, à partir de ça, la pièce d'Art and Language doit être évidemment comprise comme une très très forte critique de la question du white cube. Puisque ce n'est pas le support qui importe, ce n'est pas le lieu qui importe, c'est simplement la mise en place de cet objet et des conditions que ça produit sur les gens, les spectatrices et les spectateurs qui le regardent. Ça, c'est extrêmement important de comprendre cette question-là. Quatrième hypothèse, qui est évidemment la remise en cause, pour Art and Language, ils ont toute leur vie travaillé là-dessus, la remise en cause du rapport que nous entretenons à l'art. Art and Language va le plus loin possible sur une remise en cause, c'est-à-dire nous avons l'habitude de regarder une œuvre d'art qui est encadrée, accrochée au mur, etc., avec un cartel. Eh bien non, on va remettre infiniment en cause et vous dire non. Il y a quelque chose à regarder. Alors évidemment, on sait très bien, parce qu'on a une généalogie de ça, on sait très bien que ce n'est pas en regardant l'image que je vous montre, et ce n'est pas en regardant le truc qui fait de l'air conditionné que vous voyez une œuvre. L'œuvre n'a absolument pas lieu à cet endroit. L'œuvre n'a lieu
si elle a lieu qu'à 2 endroits comme possibilité dans le protocole, comme activation dans votre cerveau. Mais elle ne peut pas avoir lieu ailleurs. C'est-à-dire, c'est pas le fait de voir un système d'air conditionné au fond d'une galerie, ça ne fera pas œuvre. Que vous le vouliez ou non, ça ne fera pas œuvre. Ce qui fera œuvre, c'est ce que vous allez en saisir depuis la possibilité comme protocole et depuis votre expérience, c'est-à-dire pour vous comme œuvre pensée. Et donc, toute leur vie, Art and Language n'a cessé de travailler sur la question de la réception. Comment on peut modifier et mobiliser des différents régimes de réception. Cinquième hypothèse, enfin cinquième commentaire, on considère, et je fais partie de ceux qui considèrent, que cette œuvre d'Art and Language, Air Conditioning Show, est une des premières grandes œuvres de ce qu'on appelle la critique institutionnelle. C'est une œuvre donc qui est fondamentalement politique, et c'est une œuvre qui fondamentalement vient déverrouiller les rapports que vous entretenez à l'œuvre et les rapports que vous entretenez à la sacralisation de l'œuvre. Évidemment, évidemment, il faut bien se le dire, c'est-à-dire que c'est à la fois totalement ridicule, fondamentalement drôle et assez parodique. Vous rentrez dans un espace où on vous dit, vous avez un cartel qui vous dit cette pièce s'appelle air conditionné. Évidemment que ça n'a pas de sens. Évidemment que c'est fondamentalement drôle. Évidemment que c'est fondamentalement parodique. Parce que ce qui est important, c'est évidemment de déconstruire le rapport que vous entretenez à l'institution et surtout de tenter de déconstruire le rapport que l'institution a avec l'œuvre. Sixième hypothèse, qui est extrêmement importante, particulièrement pour nous aujourd'hui, il faut comprendre qu'Art and Language était déjà féru sur ces questions-là, c'est qu'il y a derrière tout ça une nécessité d'interpréter ce qu'on appelle l'environnement. C'est-à-dire que ça a été une grande thèse d'Art and Language, c'est que l'œuvre qui est présentée, en fait, a des conditions sur le monde, a des conditions sur l'espace et a des conditions sur un contexte. Et donc, ce que vous regardez, alors c'est la même chose, c'est la même période que les œuvres de Hans Sacke. C'est la même période, par exemple, en 1966, quand Hans Sacke fait Condensation Cube, où il présente un cube d'1 mètre sur 1 mètre en plexiglas, et qu'en fonction du nombre de visiteuses ou de visiteurs, en fait, ça crée de la buée à l'intérieur. C'est 68, c'est l'œuvre d'Hans Sacke qui s'appelle Ice Stick, où il met dans l'exposition en fait un tube de glace. Non, c'est 69, pardonnez-moi. 68, c'est l'œuvre de Hans Sacke qui est dans le protocole de Art by Telephone, où il demande en fait à ce que le musée baisse d'1,5 degré la température d'une salle du musée. À la fois parce qu'il considère que la température est trop élevée et qu'il considère que la préoccupation est une préoccupation d'environnement et que là aussi c'est une préoccupation fondamentale. On est pourtant en 66, mais c'est déjà cette question-là. Et puis, dernière grande hypothèse pour ça, qui est une hypothèse qui est, moi j'en ai très longuement discuté avec Baldwin et Ramsden, donc je ne dévie pas leurs hypothèses et je ne suis pas à côté, qui est une question, alors moi qui me tient évidemment beaucoup à cœur, qui est cette question que l'œuvre même d'Art and Language et que l'œuvre conceptuelle sous cette forme-là est essentielle pour arriver à produire ce qu'on appelle en théorie contemporaine un espace laissé libre, c'est-à-dire un espace qui est inoccupé pour que je puisse, comme spectatrice ou spectateur, m'occuper d'une relation, c'est-à-dire être actif dans la relation avec laquelle, dans le temps que je vais prendre à m'occuper d'une relation à ce qui est ou qui n'est pas. Puisque l'œuvre existe en tant que je peux la penser, du coup, il faut que j'ai de l'espace suffisamment laissé libre pour que je puisse être en mesure de pouvoir penser l'espace, pouvoir penser la possibilité de l'œuvre. Et donc, à partir de ça, on obtient évidemment une œuvre relativement révolutionnaire, qui est une œuvre qui est évidemment extrêmement drôle, qui est une œuvre qui est parodique, et au fond, une œuvre qui est extrêmement sérieuse, puisque c'est une gigantesque étude sur les conditions d'existence de l'œuvre à l'intérieur de l'institution et de notre rapport, puisque ce qui devient parodique dans l'histoire, c'est pas l'air conditionné. L'air conditionné fait bien son taf. Ce qui devient parodique dans l'histoire, c'est la relation que nous entretenons à l'art et à l'histoire de l'art. Et qu'à partir de ça, c'est une immense œuvre spéculative qui ne cesse de nous interroger, ne cesse de nous dire « mais qu'est-ce qu'on fait encore devant ces objets ?»